Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire Trends for Brands by Vivendi que j'ai le plaisir d'animer. Je suis Nicolas James, le fondateur de Minted, une newsletter qui traite de l'avenir des médias et je vais avoir le plaisir de vous accompagner durant une petite heure consacrée au comportement des 18-34 ans. Vous allez pouvoir comprendre un peu comment consomme cette génération qui est un peu à mi-chemin entre la génération Z et les millennials, comment elle consomme les médias, ce qu'elle en entend, les thématiques qu'elle regarde de préférence, et évidemment, c'est un peu le sujet qui vous tourmente tous, comment capter l'attention de cette population qui est quand même hyper volatile, hyper exigeante aussi vis-à-vis des marques médias comme des annonceurs. On va commencer par une partie un peu insight, ce début de webinaire, et pour évoquer ces problématiques-là, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Elisabeth Lozito, Sales Marketing Director chez Dailymotion Advertising. Bonjour Elisabeth. Bonjour Nicolas. Et Charlotte Massé de Gatine, vous êtes planeur stratégique chez Prisma Media Solutions. Bonjour Charlotte. Bonjour Nicolas. Alors Charlotte, on va commencer par vous. Donc sur cette partie un peu inside, de ce que je comprends, ces 18-34 ans, c'est d'abord une génération qui est vraiment multifacette, ce qui ne facilite pas la tâche des médias et des marques, j'imagine. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que justement cette génération, elle est multifacette ? Oui, complètement. Alors, ce qu'on voulait commencer par dire en parlant de ce vaste sujet qu'est les 18-34, c'est que c'est clairement pas une génération qui est monolithique, hein, c'est une génération qui est très plurielle, parce que baignée dans un accès à l'information accru, baignée dans de la mobilité, beaucoup plus de mixité, ce qui fait que c'est très compliqué d'en faire un bloc. Mais par contre, ce qu'on remarque sur cette génération, c'est qu'il y a quand même des singularités, des points de saillance, qui vont à la fois les unir entre eux, mais aussi les différencier des générations qui les précèdent et qui les suivent. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Premier point qui nous intéresse quand on parle de cette génération, c'est que c'est vraiment une génération qui va être rupturiste. On a toujours tendance à penser que les jeunes sont inhéremment porteurs de l'innovation digitale parce que jeunes. Ouais. Mais sur cette génération des 18-34, force est de constater qu'il y a quand même une rupture par rapport aux générations précédentes en termes de consommation de digital. Aujourd'hui, le digital pour les 18-34, c'est plus du tout un touchpoint, mais bien un point d'entrée vers tous les touchpoints, vers toute leur consommation média. Et ça s'illustre très clairement par les durées d'écoute individuelles par média, qu'on voit en fait beaucoup plus fragmentées sur cette génération que sur l'ensemble de la population, où on voit beaucoup plus de télé, par exemple. Là, on voit une consommation plus fragmentée. Ça se voit aussi sur, plus simplement, les formats qui sont consommés. Aujourd'hui, les 18-34 vont surconsommer de la vidéo. Et aussi le fait d'être vraiment dans cet écosystème web 2.0 beaucoup plus horizontal. Il y a un vrai changement de posture qui s'opère, où on veut vraiment une génération qui veut être entendue, qui veut être écoutée, qui veut être comprise par à la fois les marques, mais aussi les éditeurs de contenu. Ce qui fait une vraie singularité quand on parle de cette génération. Quand vous dites qu'elle veut être entendue, écoutée, c'est-à-dire qu'on est plus dans du participatif, on est moins dans du top-down Exactement. Et en fait, ça se ressent aussi dans les narrations qui marchent aujourd'hui quand on veut s'adresser aux 18-34 ans. Il y a un vrai renouvellement du paysage autour notamment du brand content, qui est effectivement quelque chose de beaucoup plus affinitaire, où on montre déjà la compréhension de son audience, on lui raconte une histoire, on n'est pas juste là pour lui vendre un produit. Et puis aussi une réinvention des modèles autour de contenus beaucoup plus natifs sur des plateformes où les 18-34 vont être plus que l'ensemble de la population. On pense par exemple à TikTok. Donc en tout cas, là, pour résumer, on est sur une plus-value dans le contenu de la marque et non plus un message hyper top-down, promotionnel, comme ça se faisait historiquement. Une horizontalité, une participation possible pour faire un contenu toujours plus affinitaire et toujours plus pertinent. D'accord. Évidemment. Évidemment, deuxième point, alors là je vais avoir l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais première génération social first. En fait, le fait, effectivement, ils sont omniprésents sur les réseaux sociaux, ça je pense que j'apprends rien à personne. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la recherche de liens entre pairs, entre 18-34, ce qu'on voit dans cette génération, c'est une vraie volonté d'incarnation, une vraie volonté de connexion, même dans sa consommation de contenu. Ouais. Ça se traduit par une recherche de contenu incarné, avec un suivi complètement massif d'influenceurs qui, en fait, vont être les porte-paroles pour les permettre de décrypter le monde, pour découvrir des passions, pour avoir un nouveau regard sur le monde qui va les enrichir au quotidien, là où
les écosystèmes de contenu avant étaient beaucoup plus... incarnés par une marque média aussi. Voilà, par des marques, ou par des médias, ou par les deux, mais beaucoup moins dans cette incarnation à visage. Et alors, ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a une nouvelle manière de s'informer, et c'est là que vient un nouveau concept d'edutainment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous entendez par là ? Oui, complètement. En fait, l'edutainment, c'est un peu le corollaire en fait, de cette incarnation des contenus, plus en fait, la volonté des jeunes des 18-34 de s'intéresser à leur passion. On a aujourd'hui une vraie transformation du paysage autour d'influenceurs qui vont, plus que raconter des histoires de leur vie quotidienne, s'approprier des sujets. Alors si on regarde un peu les typologies de contenus qui sont consommés, Elisabeth, vous, à travers Dailymotion, vous avez forcément un bon footprint de ce qui se consomme dans le web français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement ce que consomme cette génération des 18-34 ans ? Alors effectivement, chez Dailymotion Advertising, on s'est attardé à mettre en exergue quelle catégorie de contenu était le plus consommé par les 18-34 ans sur les 9 derniers mois de l'année, et tant sur le temps passé en consommation de ces contenus qu'en termes de nombre de vidéos visionnées. Ouais. Et finalement, on a 4 grandes catégories qui se détachent le plus, deux très axées sous le prisme de la technologie, donc les nouvelles technologies et l'innovation, avec un fort indice d'affinité, 243, et le gaming, ce qui n'est pas surprenant en soi. Et ensuite, toute l'actualité liée à l'art cinématographique, aux séries télé, à la musique, et enfin l'automobile, et plus particulièrement les courses automobiles. Et si on prend un peu plus de hauteur et qu'on essaie de traduire finalement au travers ces typologies de contenu, qu'est-ce qu'il en ressort comme comportement, c'est une population qui est beaucoup plus attachée à sa qualité de vie, tant pour elle-même que pour le reste du monde, en fait, soucieuse en tout cas de l'environnement qui l'entoure, on va le voir après. Donc on va du coup capitaliser sur des contenus qui sont plus liés à la découverte et au voyage, donc comment vivre de nouvelles expériences à travers le voyage. Et puis la volonté de prendre soin de soi, tant au travers des produits qu'on utilise et qu'on consomme, qui sont plus respectueux, plus responsables, de suivre les tendances de la mode. C'est aussi un fort attrait de cette population. Et ensuite, toute la dimension nutritionnelle, fitness, yoga. Et pour les plus âgés, une dimension aussi parentale qui va ressortir sur la pédiatrie, l'allaitement notamment. Donc des points plus ou moins différenciants par rapport aux autres types de cibles qu'on peut voir dans le paysage média, et soucieuse aussi du reste du monde, donc très au fait de l'actualité et de la politique. C'est encore une fois... ça contredit un peu l'image qui est que les 18-34 ans se désintéressent de l'actualité politique, par exemple. Effectivement. Alors c'est vrai qu'en 2022, il y a eu aussi beaucoup de mouvements entre le conflit en Ukraine, qui a de fortes répercussions aujourd'hui, et puis une année électorale aussi présidentielle en France. Donc effectivement, ça a boosté, j'imagine, la consommation de contenu lié à cette thématique. L'éducation et la culture, l'idée derrière, c'est surtout de comprendre d'où l'on vient et où est-ce qu'on se projette demain. Et je pense qu'effectivement, ça rejoint aussi le point de l'environnement. L'urgence climatique n'est plus approuvée aujourd'hui. Elle s'accélère avec la crise économique et énergétique aussi qu'on est en train de subir. Donc, on voit d'ailleurs que c'est assez ISO par rapport aux autres cibles, puisqu'aujourd'hui, c'est un sujet transgénérationnel et qui ne concerne pas forcément que les plus jeunes. Pas pour autant, finalement, même conscient de tout l'impact, finalement, de la consommation de chacun sur le monde, pas pour autant que c'est une génération qui est prête à se priver. On voit que, finalement, lorsqu'on étudie les drivers d'achat de toutes les cibles sociodémographiques chez Dailymotion Advertising, ce qui ressort le plus, en tout cas en termes de motivation pour les plus jeunes, c'est vraiment cette notion de se faire plaisir et de ne pas tout calculer. C'est clair. Je crois qu'il y a un autre sujet, Charlotte, que vous voulez évoquer par rapport à cette population, c'est qu'on est aussi un peu dans une crise de l'attention, voire une crise de confiance, qui est évidemment hyper challengeant pour les médias comme pour les marques, pour être capable de capter finalement l'attention de cette population. Il y a vraiment une problématique d'attention aujourd'hui à bien avoir en tête quand on est un annonceur, quand on est un média.
c'est qu'aujourd'hui, l'attention, c'est vraiment le nerf de la guerre, parce qu'on a affaire à une population qui fait du snacking en termes de contenu, des contenus et des formats de plus en plus courts. Toutes les plateformes qui marchent le mieux, comme TikTok, sont en fait en train de raccourcir le contenu, même si ça ne veut pas dire qu'ils consomment que ça. Mais donc il y a beaucoup de snacking, il y a beaucoup de zapping aussi, une surexposition publicitaire de cette cible en particulier, et des pratiques qui sont de plus en plus néfastes pour retenir l'attention. On parle beaucoup du doom scrolling, qui est évidemment encouragé par l'UX des plateformes. C'est quoi le doom scrolling pour les gens alors qui le doom sont pas scrolling, familiers c'est le fait d'être englué à son téléphone et de ne pas pouvoir s'arrêter, voilà, frénétiquement, comme ça, avec le pouce, de regarder, d'enchaîner des contenus dans une sorte de boulimie qui, en fait, fait chuter drastiquement les taux d'attention, et en tout cas la capacité à s'arrêter sur un message. Ce qu'on fait mécaniquement, en fait. Ouais. Exactement, sans y penser. Et du coup, aujourd'hui, on parle de créer des contenus qui sont thumb stopping, donc qui font arrêter le pouce. Ouais. Et notamment, sachez que pour les marques c'est hyper important, c'est sur les 2-3 premières secondes, si on n'a pas capté l'attention, c'est mort. Là où le message publicitaire traditionnel, c'est peut-être une petite intro un peu longuette, et à la fin on montre qui parle, il faut un peu repenser aussi les codes de la publicité, quoi. Complètement, parce que du coup, avec cette crise de l'attention, ça leur met aussi les nerfs à vif, hein, nos 18-34. En termes de taux d'attention, on voit qu'il y a des problèmes de mémorisation, d'attention, ça baisse chaque année. Et on voit aussi des problématiques encore plus sérieuses de santé mentale, d'anxiété, qui sont en fait, qui arrivent à cause de cette offre complètement saturée de contenu, hyper pluriel, avec des émetteurs de partout, qui fait que c'est de plus en plus compliqué de se concentrer et de rester serein. Et donc, en corollaire à cette crise de l'attention, il y a aussi une autre crise qui est celle de la confiance. Alors nous on pense que c'est aussi le fait d'être sursollicité, d'avoir de plus en plus d'émetteurs, tout ça dans un paysage médiatique qui est de plus en plus compliqué, médiatique et sociétal, hein, mais on a des deepfakes, on a des scandales. Oui, la prolifération des fake news sur notamment les plateformes sociales où il y a moins de modération. Exactement. Si ce n'est pas du tout. Et du coup ça crée une vraie crise de confiance. Et cette crise de confiance aujourd'hui elle touche majoritairement les marques. Aujourd'hui on a plus d'un jeune sur deux qui ne fait pas confiance à une marque pour trouver des informations crédibles. Ouais. Ce qui est quand même assez dramatique. Et encore une fois, je prêchais un tout petit peu pour ma paroisse, mais c'est là où les médias peuvent aider les marques dans des stratégies de communication, parce qu'on a encore des taux d'agrément, des taux de confiance très forts, en étant des médias historiques qui sont là dans le temps. Mais il y a une vraie problématique de confiance sur cette crise, sur cette génération. Pardon. Merci à toutes les deux. On va vous retrouver pour la fin de ce webinaire. Et maintenant qu'on a vu quelles étaient les spécificités de cette cible, je vais vous proposer de découvrir le témoignage de créateurs de contenu qui vont nous expliquer les meilleurs moyens de l'adresser. Et pour en parler, j'appelle en plateau Jean-Baptiste Godino, qui est Sales Director Brand Partnership et Advertising chez Gameloft for Brands, et Céline Daugenet, qui est la cofondatrice de Simone Media. Et en attendant qu'ils nous rejoignent, je vous propose de découvrir une interview de Lies Boudechich, qui est directeur du studio Bagel. La seule stratégie qui vaille pour moi en termes de contenu pour s'adresser aux jeunes générations, c'est de faire des contenus intéressants, cool, engageants, et de s'adapter aux usages. Faire des contenus qui puissent être consommés, c'est quand même la vocation première. Les proposer là où sont les jeunes générations, c'est-à-dire un peu plus sur les réseaux que devant la télévision. C'est le cas de quasiment tous nos contenus, des programmes qui puissent vivre à la fois sur les réseaux, à l'antenne, et s'aimer selon où on les place, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Donc voilà, la stratégie, c'est aller là où sont les jeunes et proposer des choses cool. Studio Bagel, à l'origine, c'est vraiment un éditeur de comédie, mais la comédie passait surtout par du sketch. Aujourd'hui, on le fait dans des formats bien plus variés, dans des formes bien plus variées. Ça passe par du sketch toujours, on l'a fait avec Mister V dans MST, du flux, Hot Ones, émission d'interview animée par Ken Kojandi, de l'animation, Mini Nours, Gradin, qui arrivera bientôt sur les antennes de Canal+ et sur les chaînes du Studio Bagel. En fait, l'idée, c'est de proposer avant tout des contenus intéressants, peu importe la forme qu'ils prennent. C'est aussi, encore une fois, de s'adapter aux usages. C'est-à-dire qu'à l'époque où Bagel proposait ses premiers contenus, le sketch sur YouTube n'existait pas ou peu. Donc c'était une manière de proposer quelque chose de différent par rapport à ce qu'on pouvait y trouver. Aujourd'hui, du sketch,
on en voit plus un peu partout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en faire, mais en tout cas qu'il faut nous qu'on s'adapte pour proposer des choses pour surprendre et proposer des choses plus variées. Dans nos réflexions au moment de la relance du bagel, on s'est demandé si c'était le moment, on s'est demandé aujourd'hui si on pouvait faire de la comédie comme on le faisait il y a 10 ans, dans un monde qui a changé sur bien des plans. Et en fait, on s'est dit, on est arrivé à la conclusion que c'était peut-être plus que jamais le bon moment et qu'on avait besoin de rire. Non seulement on a besoin de rire, mais on a besoin de rire avec des choses légères, des choses qui ne soient pas forcément, qui peuvent l'être, mais qui ne soient pas forcément d'ailleurs attachées à l'actualité ou à l'air du temps, ancrées dans leur époque, mais pas forcément en réaction à une actualité qui est très, très particulièrement anxiogène. Quand on peut le faire, on ne s'en prive pas. On l'a beaucoup fait sur un de nos formats qui s'appelle Brut, qui était un commentaire permanent de l'époque incarné par Bertrand Huskla et les Yes Vous Aime. On le fait un peu plus récemment sur une thématique bien spécifique qui est le couple sur Moitié, incarné par Pauline Clément. Donc oui, non, c'est bien de dire des choses et on sait, de tout temps, l'humour a été quand même un moyen de le dire de manière légère et d'être encore plus audible que quand on le dit de manière sérieuse. Donc c'est évidemment un moyen privilégié de s'engager. On va parler maintenant gaming, un environnement très prisé des 18-34 ans. Et c'est vous, Jean-Baptiste, qui allez nous expliquer pourquoi les marques ont intérêt à investir ce nouveau terrain de jeu. Merci Nicolas. Le constat quantitatif aujourd'hui, c'est qu'on a 3 milliards 200 millions de gamers estimés dans le monde. Il y a plusieurs études sur le sujet qui se rejoignent à peu près sur ce chiffre. Donc c'est quasiment 50% de la population de la planète. Pour zoomer plus précisément sur la génération des moins de 35 qui nous intéresse aujourd'hui, c'est clairement devenu la passion numéro 1 des moins de 35 ans. On a 92% des 18-24 qui jouent régulièrement à des jeux vidéo. On a 82% des 25-34, 86 pardon. Et alors, qui jouent régulièrement, on peut se dire, ils jouent une fois par semaine, une fois... Non. En fait, si on creuse un peu les chiffres, c'est 7 heures de gaming en moyenne par semaine. Donc c'est pas sur un usage quotidien, limite. On est sur un usage quotidien. On est sur un usage aussi qui est essentiellement drivé par le mobile, puisqu'on a 82% de cette population qui joue sur leur téléphone. Ouais. Donc c'est vraiment le mobile qui a contribué à démocratiser le jeu vidéo au-delà de la génération ado, pré-ado. C'est vraiment le mobile qui est allé chercher de nouvelles générations de 7 à 77 sur ans. Des formats qu'on appelle casual, voire même hyper casual. Exactement. Le gaming, c'est... En fait, c'est intéressant de se pencher sur pourquoi une telle adhésion. Le gaming vient un petit peu prendre à contre-pied ce monde anxiogène de scrolling permanent, de sentiments de dystopie, etc. Ça apparaît comme une sorte de parenthèse, parce qu'en fait, 93% des gens des moins de 35 ans jouent pour se divertir, dans un premier lieu, mais 82% jouent pour s'immerger dans une réalité qui est en dehors de la leur, en fait, une réalité virtuelle. Notamment dans les transports, typiquement. Exactement. Hyper casual. Exactement. Et du coup, c'est une logique d'incarnation, c'est une logique d'incarner quelque chose, quelqu'un dans un autre monde qui permet en fait de s'évader, tout simplement. Également de se connecter à d'autres personnes et de développer une sorte de sentiment d'appartenance dans une communauté qui n'est pas la communauté du quotidien. Une communauté où peut-être aussi les chances de succès les cartes sont rebattues, on va dire. L'idée, c'est déjà de capter l'attention des gens, et on capte l'attention des gens via une logique d'immersion, et afin de susciter des émotions. Donc ça, c'est vraiment le pont entre le jeu vidéo et le cinéma. Mais là où le jeu vidéo va plus loin que tous les autres contenus et toutes les autres formes de divertissement, c'est l'aspect interactif, qui en fait un média d'engagement qu'aucun autre média aujourd'hui n'est capable de proposer. C'est plus passif. Et il y a une vraie crise de confiance entre les consommateurs et les marques.
le gaming apporte une solution. Je ne dis pas que c'est la solution à tous les problèmes, mais c'est une solution à cette crise de confiance, à changer la perception que les utilisateurs, les consommateurs peuvent avoir des marques et du discours de marque en général. D'accord. Voilà. Et alors, donc on a parlé de gaming, on va parler d'une autre passion des 18-34 ans, ce sont les réseaux sociaux. Céline, donc vous avez cofondé Simone. Simone, c'est un média pure player des plateformes sociales, c'est-à-dire que vous êtes exclusivement présent sur ces plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok et peut-être d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment Simone se positionne pour s'adresser aux attentes de cette population de 18-34 ans ? Alors effectivement, Simone, c'est un média social, alors pop et engagé, on aime bien se présenter comme ça, qui existe depuis 2018, qui compte aujourd'hui 1 250 000 abonnés sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux confondus. Donc on est sur Facebook, Instagram, on a un show sur Snap, on est aussi sur TikTok. Vous êtes sur LinkedIn aussi ? Et on est aussi sur LinkedIn, voilà, on aime bien aussi partager nos belles opérations sur LinkedIn dans une logique plus de communication plus B2B, B2B. Donc voilà, on existe depuis 2018. Et alors le parti pris en 2018, pourquoi est-ce qu'on a émergé aussi, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément autant de médias 100% sociaux sur les réseaux. Et en fait, l'idée, c'était de se dire comment on peut aller parler à une audience qui est plus jeune, où elle se trouve sur les réseaux sociaux. Donc on va aller produire nos contenus essentiellement sur les réseaux. Et également, comment on crée un média féminin qui va se distinguer un peu des médias féminins traditionnels, qui offraient des rôles modèles qui étaient parfois, voire souvent, un peu complexants pour les femmes. Et donc l'idée, c'était créer un média où on donne la parole à des femmes qui n'étaient pas représentées dans les autres médias et qui offre des rôles modèles et donne la parole à plus de femmes. Voilà. Donc, on s'est créé comme ça, et l'idée aussi, c'était de créer une identité de marque forte, que la cible jeune puisse vraiment s'identifier à cette marque, presque avoir envie de porter des t-shirts Simone. Ouais. Alors pourquoi on se dit pop, ça c'est hyper important dans notre ADN, c'est que pour parler à cette génération-là, on s'est dit qu'il fallait des codes qui puissent leur parler. Donc on a créé une charte graphique très moderne, avec des couleurs très flashy, ce qui marche très bien sur les réseaux sociaux. Un ton et une grammaire particulière. Quand on a commencé à créer nos contenus, en fait, on s'est appuyé sur les contenus, un peu les meilleurs contenus des réseaux sociaux. Donc ça va vous parler, on se partage beaucoup de chats, de gens qui rigolent très très fort. Et du coup, on a intégré ces images-là dans nos contenus pour créer une grammaire qui était une nouvelle grammaire des réseaux sociaux, une nouvelle narration en fait, qui était propre à cette génération-là. Et alors, on a parlé d'edutainment. Nous, on est très raccord avec ce terme-là, même si, à la base, nous, on parlait plutôt d'infotainment. Donc, c'est un média d'information où comment on offre de l'information à cette population-là en utilisant les codes du divertissement, en fait. Céline rappelait aussi l'importance de l'incarnation. Est-ce que sur Simone, peut-être plus que sur un média classique comme Femme Actuelle, par exemple, il y a une incarnation avec des journalistes, des présentateurs qui sont des figures récurrentes ou Oui, alors ça, c'est venu dans un second temps, parce que les incarnations, pour nous, elles sont beaucoup passées dans un premier temps par des témoignages, en fait. Donner la parole à une multitude de femmes au profil très différent qui n'étaient pas forcément représentées dans les médias traditionnels. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on intègre aussi des incarnations, mais je vais y revenir, parce que dans notre ADN, on parle aussi beaucoup d'engagement. Donc c'est ce que je disais, il y a beaucoup de thématiques qui sont liées à l'égalité homme-femme, aux droits des femmes, et en fait, on s'ouvre aussi à toutes les thématiques qui intéressent cette génération-là, c'est-à-dire liées à l'écologie, à l'inclusion, au handicap. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup évolué, et ce sont des thématiques aujourd'hui qui marchent très bien chez nous. Donc on est identifié comme un média féminin, mais qui embrasse des sujets qui sont beaucoup, beaucoup plus vastes. Et justement, en parlant d'incarnation, nous, on a un diptyque, je dirais, en tout cas deux ressorts sur lesquels on s'appuie beaucoup pour parler à cette génération des plus jeunes. C'est à la fois la pédagogie et voir comment, en étant créatif, en étant pédagogue, on va pouvoir interpeller cette génération-là et aussi capter son attention. Et puis l'autre levier qui marche très très bien, c'est le levier de l'émotion, qui passe par les témoignages notamment, où là on va essayer à la fois d'interpeller, d'indigner,
mais aussi de faire sourire les gens à qui on s'adresse et à qui on partage nos contenus. Alors, on est un média social parce qu'on a une stratégie social média complète qui a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'au début, on se revendiquait comme un média 100% vidéo, et maintenant, en fait, on utilise tous les outils qui sont mis à disposition, notamment des plateformes, pour créer du contenu. Donc, ça peut être de la story, ça peut être des posts feed sur Instagram, ça peut être un show sur Snap, et on teste comme ça plein de formats différents. C'est assez challengeant parce qu'en fait, en règle générale, tous les 6 mois, les contenus qui faisaient 1 minute en font moins. Et ce qui est aussi un des enjeux, notamment sur les environnements au sein desquels vous vous trouvez, parce que si on fait un peu la chronologie, quand vous lancez en 2018, on était quand même quasiment tous beaucoup sur Facebook, donc j'imagine que Facebook était un gros driver. Ensuite est venu Instagram. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt TikTok. Est-ce que justement, j'imagine que vous avez une cellule de veille aussi pour regarder quels sont les usages émergents et devoir vous adapter aussi à cette audience volatile, quoi. Bah là, sur la slide, on voit qu'on a de la vidéo, des interviews, de l'influence, du social to store. On a vraiment des choses extrêmement différentes. Et c'est vrai qu'au début, on était Facebook first, et puis un peu opportuniste sur Instagram. Et puis la bascule s'est faite, on est devenu Instagram first. Là, on est en train de développer des contenus sur Snap et sur TikTok. Et pour nous, c'est aussi, on va là où les audiences vont, quoi. On suit les usages et ça, c'est hyper intéressant. On va regarder justement cette petite vidéo où vous présentez un peu les contours de Simone. Je vous remercie tous les deux. Je vais profiter de cette petite pause vidéo pour appeler en plateau Julie Galacteros, directrice de Canal Brand Factory, et Elisabeth Lozito qui revient parmi nous pour évoquer aussi un peu ce que ces deux marques proposent pour les 18-34 ans. Merci à tous les deux. Merci Nicolas. Ce soir, dans le JT de Simone, des nouveaux formats hyper pop et engagés, une newsletter canon, générique. Vous connaissez nos formats historiques. Interview story, tribute, green, comic out, les femmes de ta vie, nos caméras cachées légendaires. C'est toi la meuf, tu fais des vieilles chroniques de à ta radio de là. Il faut continuer de l'autre côté, je pense. Ah bah non. Non, faut s'arrêter là. C'est ça? Non, faut s'arrêter là. Mais non. Ah si, je te jure, faut s'arrêter là. Donc là, je vais sortir comme ça, là. C'est une caméra cachée. Mais voici nos nouveaux formats, tout juste mijotés, mais déjà iconiques. La Minute Simone. On vous parle d'un sujet, d'une tendance, d'une personne, d'un film, d'un livre, d'un objet, d'un mot, bref, de plein de choses en 1 minute. Y a-t-il un lien entre haine des chats et sexisme? Wow, quelle belle voix. Vous aimez notre studio? C'est celui du JT de Simone. C'est là qu'on présente l'actualité de façon décalée. Non mais pas la caméra. Et ça donne ça. Oui, je présente un JT dans un JT. Prends ça, Christopher Nolan. On s'est aussi mis à la fiction. Tremblay, Hollywood. Le premier court-métrage Simone est réalisé par Céline Daugenet, dont voici un extrait en exclusivité. Camille, on va être en retard là. Et si vous êtes plutôt audio, on fait des podcasts aussi. Ça me fait bizarre des fois de voir qu'on fait de moi des débats et tout. J'essaie de pas trop y prêter attention. Ah oui, on a aussi organisé l'avant-première du film She Said, en salle en ce moment. Le débat qu'on a animé autour de la thématique, lui, n'est pas diffusé en salle, mais ceux qui étaient là, présents en salle, ont passé un super moment. Je viens de recevoir la pause Simone. Oh, ça suffit avec les jeux de mots, là. Regardez plutôt. Toutes les semaines, Simone débarque avec un nouveau rendez-vous. Une newsletter pop et engagée pour aller avec votre café. Pilotée par une autrice charmée, Chloé Thibault. Coucou Chloé. Vous allez adorer ce nouveau projet concocté avec sororité, rien que pour vous. Attendez quoi? Vous n'êtes toujours pas abonné à la pause Simone? Mais foncez, allez-y. Merci d'avoir regardé ce JT de Simone un peu spécial. Comme d'habitude, on apprécie vos retours et vos mots très gentils. Bisous. Et maintenant, je me tourne vers vous, Julie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Canal Brand Factory s'y prend justement pour adresser cette audience des 18-34 ans? Eh bien, avec plaisir. Effectivement, on a un cas de figure très concret sur lequel on travaille en ce moment avec les équipes d'Avasplay et d'EDF, qui a une problématique simple auquel on va être quasiment tous confrontés, à savoir faire face à des coupures d'électricité probablement prochainement. Et donc, comment on arrive
à sensibiliser l'ensemble des Français, à leur expliquer avec pédagogie les éco-gestes et le fameux triptyque dont vous avez certainement entendu parler, je baisse, je décale, j'éteins. Comment on arrive à adresser au sein de la cible des particuliers les plus jeunes et les 18-34 et comment on arrive à passer ce message. Donc ça a été le challenge qui a été fixé et on y a répondu avec un asset assez formidable qui est celui du Studio Bagel et qui permet via l'humour, c'est une arme redoutable pour faire passer des messages, on le sait, on le voit dans les études, l'humour permet d'être extrêmement efficient, impactant et de marquer les esprits quand on veut passer un message. Et donc on a travaillé avec les équipes du Studio Bagel pour écrire des sketch shows et passer dans un langage approprié les messages de ces éco-gestes. Et en l'occurrence, on a fait appel à un des talents emblématiques que vous devez très certainement connaître, qui est Ludovic, qui campe dans ses sketchs un personnage assez loufoque, qui va animer un séminaire de formation d'un genre très particulier, avec des personnages et des situations absurdes. Et dans chaque épisode, il va présenter et expliquer un geste. Cette série va être partagée sur l'ensemble des réseaux sociaux et des assets du Studio Bagel et de Ludovic. Et elle permet avec humour de délivrer le message de pédagogie des équipes souhaitées par EDF et à la fois d'être extrêmement impactant. Mais peut-être que le plus simple, c'est encore d'en voir un petit extrait. Alerte, alerte. Batterie faible, 3%. Là, je galère à repartir sur ma planète parce que j'ai pas assez d'électricité pour recharger ma batterie. Donc j'ai cherché une solution sur internet et j'ai trouvé un site. Et en surfant sur ce site, j'ai eu une idée. Je vais organiser ici même un petit séminaire avec quelques humains triés au hasard afin de leur apprendre les gestes utiles pour qu'ils réduisent leur consommation. Comme ça, il y aura plus de courant et moi, je pourrai recharger mon vaisseau. Mais je reste incognito. C'est quoi ton prénom? Bah oui, elle a raison, c'est quoi ton prénom? Guimauve. T'appelles Guimauve? C'est mon prénom. Oh, c'est quoi ça? Hey. C'est peut-être une voiture? Non, Guimauve. Je crois bien qu'il y a un alien parmi nous. Regarde les yeux. Alors, quand je fais ça, les gens adorent. Non, ça c'est moi, c'est pour déconner, c'est pas un truc d'alien. Ça, j'aime bien le faire de temps en temps. Il fait chaud là, non? Mais quelqu'un a une solution pour cette chaleur? Est-ce qu'on pourrait pas mettre la clim? Non, Melone. Mauvaise idée. On pourrait peut-être prendre tous une douche froide? Sinon, on pourrait pas simplement baisser le chauffage? Oui! Bravo Cynthia. Comme ça, on baisse notre consommation énergétique et on a moins chaud. Et alors, vous avez également lancé avec Prisma Media un dispositif brand content à destination des jeunes qui s'appelle V2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept? Alors là, c'est radicalement différent. Autant l'humour est un véhicule très impactant pour délivrer des messages, autant là, on s'est servi d'un autre dispositif pour aller marquer les esprits. On a travaillé avec les équipes de Prisma pour concevoir un dispositif qu'on a appelé la V2. Alors la V2, c'est la vérité de l'annonceur et la manière dont il va pouvoir communiquer sur ses engagements RSE, ses actions, ses projets. Donc nous avons travaillé avec 4 médias et le dispositif a été construit avec 4 rédactions. Simone, dont Céline a parlé précédemment, 100% social, 100% engagé. Nous avons travaillé avec les équipes de Click, qu'on retrouve chaque soir à 19h15 du lundi au vendredi, qui est la bande qui nous dit sur quoi cliquer sur Canal+. On a travaillé avec Néon pour justement, ce qui nous intéressait, c'était le ton décalé, de pouvoir traiter avec sérieux de sujets un peu plus légers et inversement, de pouvoir aborder avec un peu plus de légèreté des sujets sérieux. Et enfin, avec Les Éclaireurs, qui est le média d'initiative engagée du groupe Canal+, et qui apporte une image positive du monde d'aujourd'hui et surtout qui donne de l'espoir pour le monde de demain et qui combine et rassemble l'ensemble des initiatives positives et à la fois portées envers la planète et à la fois envers les humains. Et donc on s'appuie sur ces 4 communautés, sur ces 4 médias pour réunir finalement d'un côté des jeunes qui sont plutôt en attente d'engagement de la part des entreprises mais parfois sceptiques des messages qui leur sont communiqués, des entreprises qui mettent en place plein de choses, qui ont souvent des initiatives formidables, mais qui sont peu connues, parce qu'il faut souvent aller farfouiller sur le site internet, au fin fond d'un onglet, et découvrir et partager les engagements RSE. Et donc, ces deux mondes vont se réunir grâce à 4 marques médias puissantes, fortes,
complémentaire et effectivement engagé. Et le switch qui est assez intéressant, c'est que, et la force de l'idée, elle réside dans une inversion des rôles. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont les jeunes qui sont sommés de pitcher, se présenter, convaincre. Et là, c'est l'inverse. C'est à l'entreprise de pouvoir se pitcher et se raconter auprès des jeunes. Ce sont eux qui vont poser les questions et ce sont les entreprises qui vont devoir y répondre. Donc c'était intéressant ce changement de paradigme et cette inversion des rôles. Et on l'a fait de façon assez mathématique, c'est-à-dire qu'on propose aux marques une émission de 15 minutes qui est organisée comme une réponse en 4 temps. Le premier temps, grâce à Simone, je vais poser le cadre, le décor, la problématique. Grâce aux équipes de Click et un ambassadeur, je vais aller sur le terrain et je vais aller recueillir les fameuses questions de ce jeune public et de ces 18-34. Je vais les adresser ensuite à l'entreprise qui va devoir y répondre. Le temps 3, je vais partir grâce à Néon en immersion, je vais voir les coulisses de ce qui se passe véritablement. Et le temps 4, je vais pouvoir prendre de la hauteur grâce aux éclaireurs sur une problématique et sur le sujet donné. Donc ça permet de boucler la boucle et d'avoir une démonstration en 4 temps. Et je m'appuie sur les communautés de ces 4 médias pour rediriger sur mon émission de 15 minutes et qui me permet finalement de réunir les deux mondes dont je parlais précédemment et d'aborder avec impact le sujet du RSE auprès des 18-34. Donc ça, c'est tout le travail de co-construction entre un annonceur et des rédactions dont on s'est parlé précédemment qui sont très engagées et qui sont alertes sur ces sujets. Donc pas de RSE washing, ça se sent, ça se voit et ça ne marcherait pas. Il y a plein d'initiatives qui sont formidables, montrons-les. Ouais, on vient au sujet de la crise de confiance aussi. Si on est un peu hypocrite, ça tape à côté. On va revenir à l'humour, puisque côté Dailymotion, vous êtes à l'origine en fait, d'une parodie d'un film de super-héros, donc The Intérimaire, où vous mettez en scène l'influenceur Kemar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la démarche de l'annonceur qui vous a fait confiance dans le cadre de cette opération et qui s'appelle Temporis ? Bien sûr, bien sûr. Donc, Temporis, juste pour resituer, c'est un réseau d'agences d'intérim indépendantes. Et ils sont venus vers nous avec pour objectif de travailler leur notoriété auprès de 2 typologies de cibles qui sont les intérimaires, donc des populations assez jeunes, et aussi les entreprises pour se faire référencer, bien sûr, lorsque ces entreprises cherchent elles-mêmes, en tout cas des intérimaires. Et elles souhaitaient aussi utiliser le ton de l'humour pour véhiculer du coup leur message. Donc ça fait déjà 5 ans qu'on travaille avec cet annonceur. On les a accompagnés donc sur les 2 volets au travers de création de web-séries. Donc avec des solutions de brand content, bien évidemment, mettant en scène des influenceurs ou des artistes référents, en tout cas, parlant à cette plus jeune population. Et cette année, ils sont revenus vers nous avec un brief un peu plus large. Au-delà de travailler la notoriété, c'était aussi de pouvoir ancrer finalement leur promesse, qui est de trouver le bon job à l'intérimaire en fonction de ses attentes et de ses compétences. Et c'est en ce sens qu'on leur a proposé finalement de sortir un petit peu de ces web-séries qu'on avait pu faire par le passé, qui s'appellent Mes pires recrutements et Mes pires entretiens, pour dans ce cas de figure, parodier finalement les codes cinématographiques des films de super-héros. Et proposer en tout cas du contenu vidéo relatif à un lancement de film, tel que la création de bandes-annonces, d'interviews, d'extraits, de making-of. Et tout cela, du coup, en résonance au moment du Festival de Cannes, afin de jouer là encore sur les codes du cinéma. Et finalement, l'idée principale de cette opération, c'était de se dire que dès lors qu'un intérimaire découvre Temporis et signe un contrat dans cette agence d'intérim, il se découvre un super pouvoir qui lui permet finalement d'accéder au job de ses rêves. Et il nous fallait, pour ce faire, trouver la personnalité qui puisse permettre, en tout cas, aux moins de 35 ans, de pouvoir facilement s'identifier, qui soit à la fois légitime sur la cible, mais aussi sur le ton de l'humour. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a proposé ce partenariat avec Kemar. Et donc, on a opéré toute cette campagne, bien sûr, de brand content, à la fois sur la phase pure de production, mais aussi sur une phase médiatique de diffusion, finalement, de cette opération spéciale et cette action publicitaire au travers de tous les assets de Dailymotion Advertising en contextuel
et notamment au regard, on l'a vu dans la première partie sur tous ces contenus finalement qui sont surconsommés par cette cible pour capter l'attention finalement des plus jeunes au travers de la création et en mixant aussi l'utilisation des bons supports. Donc on était sur la recommandation de ce contenu à coller aux vidéos thématiques chères Exactement. À cette population. Et un peu de paid media ou pas du tout? Du coup, c'était que de l'organique? C'était que de l'organique et ensuite l'annonceur, bien sûr, a utilisé ces contenus pour le diffuser plus largement sur les réseaux sociaux. Hein, on en a parlé longuement. Effectivement, de plus en plus de dispositifs d'OPS maintenant sont amplifiés. C'est devenu un passage. Exactement. Merci à toutes les deux. On va enchaîner sur la dernière séquence de cette émission. Je vais appeler en plateau Jean-Baptiste Godino et Charlotte Massé de Gatine qui vont nous rejoindre. Et en attendant, je vous propose de découvrir cette séquence de The Intérimaire. Il a cherché. Il a longtemps cherché. Et pourtant, il avait en lui un super pouvoir. Bienvenue chez Temporis. Temporis Studio présente The Intérimaire. Prochainement en poste avec Temporis. Révélez votre super pouvoir. Par contre, j'ai pas reçu le texte. Surtout pas de texte, mon lapin. Non, honnêtement, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Alors on enchaîne avec une thématique qui m'est très chère, les cheveux bouclés. Charlotte, je crois que vous avez un exemple de campagne qui reprend un peu tout ce qu'on s'est dit précédemment, à savoir de l'edutainment, du participatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous aviez mis en place via notamment vos supports médias Simone et Femmes Actuelles? Alors au-delà de vous faire plaisir, même si on est ravis, le cas qu'on a choisi aujourd'hui effectivement avec la marque Les Secrets de Loli, c'est un cas parfait parce que ça montre bien que une narration qui est très adaptée au 1834 en termes de code, d'usage, etc., peut aussi avoir une résonance avec un plus grand public, une plus grande audience, notamment l'audience de Femmes Actuelles. C'était aussi un cas qui nous tenait à cœur parce que je ne vais pas revenir sur l'explication de ce qu'est Simone en tant que média, mais Femmes Actuelles aussi a un rôle d'accompagnement des femmes au quotidien sur vouloir être la meilleure version de soi-même, ce qu'on a envie d'être, etc. Et c'est vraiment la promesse de cette marque des Secrets de Loli. Alors un peu de background pour ceux qui ne connaissent pas. Les Secrets de Loli, c'est une marque qui a été créée par une femme qui s'est rendue compte que les cheveux, ce qu'on appelle texturés, donc à la fois ondulés, bouclés, frisés et crépus, avaient très peu d'options en termes de soins pour entretenir ses cheveux. Et du coup, elle a créé sa marque et elle a créé une très belle campagne autour du hashtag My Hair, My Power. Du coup, notre but sur ce cas, c'était vraiment d'embarquer en fait nos communautés autour de ce mouvement qui était déjà créé par la campagne et le populariser auprès du plus grand nombre. Donc un objectif de notoriété déjà autour de la marque et de sa mission, mais aussi d'engagement très clair autour de ce mouvement. Et le but, c'était vraiment donc de changer de regard et de briser un peu les clichés sur les cheveux texturés.
Concrètement, comment on a fait ça? C'était une campagne en 4 temps, avec une partie en amont assez importante sur de la sensibilisation éditoriale, donc conjoint sur Simone et Femmes Actuelles, de commencer à mettre en avant la thématique des cheveux texturés, avec une mise en avant de, par exemple, de stars ou de personnalités qui vont assumer leurs cheveux texturés, qui vont en faire une force, mais aussi pas mal de pédagogie sur qu'est-ce qu'un cheveu texturé, parce que même les gens porteurs de cheveux bouclés ne sont pas forcément experts de leurs cheveux. Et puis évidemment des thématiques un peu connexes sur l'empowerment notamment. Donc une fois qu'il y a eu cette première phase hyper importante en fait pour amener le propos de la manière la plus cohérente et à la fois fine possible, il y a une partie d'interrogation des communautés, à la fois de Simone et de Femmes Actuelles, donc un échange avec les followers sur et vous, vos cheveux, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est plutôt un super pouvoir, une faiblesse, etc. pour un peu avoir de l'UGC et comprendre un peu le ressenti de la communauté. Et puis ensuite, cette phase, on va dire, un peu plus d'exposition à la campagne avec une interview de la fondatrice qui s'appelle Kelly, qui donc parle de la mission de sa marque et de la campagne, et un relais de la campagne. Et enfin, parce qu'on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, donc Simone traiterait 18-34 encore une fois, mais on a voulu vraiment jouer l'amplification d'un message qui au final profite à tous, même si on l'a codifié 18-34, donc avec une amplification sur cette fois-ci l'écosystème digital de Femmes Actuelles, qui donc là touche une cible beaucoup plus large, parce que Femmes Actuelles c'est quand même le média référent sur les femmes françaises. Donc là, qui reprenait à la fois la marque, la thématique, le message, mais aussi le relais de d'autres événements qui se passaient dans cette campagne, notamment de l'événementiel. Et c'est donc une campagne qui a super bien marché, en termes à la fois de vidéos vues, mais aussi de taux d'impression, de nombre d'impressions, de reach et de mentions j'aime. On a quelques chiffres que je ne vais pas tous vous lire, mais voilà, une campagne qui démontre bien, encore une fois, que cet intérêt qu'on doit avoir sur les codes des 18-34, il n'est pas cantonné à cette génération. Il y a vraiment une urgence à s'approprier ces codes-là parce que ça se traduit très bien. Et surtout, c'est le futur de la communication. Et ça s'applique à tous les bassins d'audience, en réalité, au final, un peu. Absolument, absolument. Alors on va enchaîner sur un autre insight, Jean-Baptiste, que vous voulez nous partager. Vous, votre constat, c'est finalement qu'on l'a vu, cette génération-là, elle a des particularités qui lui sont propres. Ce qui est problématique, en revanche, c'est que l'expérience sur le web, elle en revanche, peut évoluer. C'est vrai qu'on est aujourd'hui tous habitués, Charlotte, vous parliez de scroll-dooming, par exemple. Doom scrolling, j'ai inversé. Excusez-moi. Donc on est tous habitués à scroller frénétiquement. Sur les sites web, on trouve moins cette notion de swipe, de scroll, et c'est peut-être un peu dommage, finalement, que les médias comme les marques n'aient pas encore adapter l'UX, l'expérience utilisateur. Exactement. En fait, c'est un peu ça. On est venu aujourd'hui, plus que de présenter un cas, on a choisi de présenter plus une conviction de la prospective qui a un peu drivé des efforts R&D chez nous depuis 2 ans, qui est exactement ce constat, en fait, qui est aujourd'hui la navigation Internet en général n'a pas changé depuis la création de l'Internet ou l'apparition de l'Internet grand public. On navigue toujours de la même manière. On a un site Internet avec une barre d'adresse. Les sites se ressemblent tous. Je parle de l'open web. Vraiment, tout à fait, les sites corpo, les sites de marque. Ils se ressemblent tous avec le menu burger, le qui sommes-nous, notre mission, nos valeurs. Même l'expérience publicitaire, c'est colonne droite, c'est la pub. Exactement. Donc vraiment, on est sur quelque chose de très standardisé qui n'a pas du tout suivi l'évolution des usages qu'on a pu décrire en long, en large. Zéro gamification. Exactement, et c'est là où j'y viens. On est reparti de l'audience et on se dit, OK, les audiences d'un site web, on va de manière très globale, il y a 3 catégories de visiteurs de sites web, et on pense qu'il n'y a que 2 catégories qui sont vraiment adressées par les sites web, c'est ceux qui sont intentionnistes, c'est-à-dire qu'ils viennent prendre de l'information parce qu'ils sont potentiellement intéressés par le produit ou le service. Et c'est les corps, ceux qui vont acheter et qui cherchent juste l'endroit où est-ce qu'ils peuvent se procurer le produit ou le service. On a oublié les dreamers.
En fait, les gens qui sont là, qui sont là par curiosité, qui passent une tête. Et ces gens-là ne sont pas du tout adressés dans la navigation open web aujourd'hui. Et donc, un site web aujourd'hui, on a l'exemple de Karl Lagerfeld notamment, enfin, c'est un des exemples, il y en a parmi d'autres, qui a proposé, donc là ils ont adapté un petit le jeu Pac-Man. Ouais. Alors, ils ont remplacé Pac-Man par Choupette, ce qui était plutôt approprié. Et en fait, plus qu'un gimmick, c'était pas simplement le jeu était sur le site et bon voilà, ça fait un peu de. Le jeu était relié à une expérience digitale où chaque semaine les meilleurs scores étaient récompensés avec des bons d'achat ou un accès privilégié à des collections en cours, etc. Voilà, donc c'est cette direction liée aussi à des objectifs business quand même, parce qu'il y a des bons d'achat, etc. Donc c'est pas que pour le plaisir de l'awareness. Exactement, c'est et pour créer de l'affect, du cognitif, donc tout ce qu'un jeu vidéo peut faire. Ouais. Dans l'environnement de jeu vidéo peut être apporté, peut venir enrichir l'expérience, augmenter l'expérience d'un visiteur de site web, pardon. Et dans un objectif encore plus business, c'est voilà, aussi inviter les utilisateurs à partager un peu plus leurs intentions, pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils cherchent, quels sont leurs pain points, qu'est-ce qui leur ferait plaisir, etc. Donc c'est aussi un enjeu business, un enjeu data, pour lesquels on pense la gamification et les savoir-faire, les recettes qu'un éditeur et un développeur de jeu a pu développer au cours des années, peuvent venir enrichir et venir améliorer l'expérience web aujourd'hui, open web. Je rebondis sur vos trois typologies d'audience. Moi, il y a un truc que je trouve assez dingue dans les médias, et c'est un peu un serpent de mer aussi depuis 5-10 ans, c'est qu'aujourd'hui, chaque utilisateur a son propre feed TikTok, Instagram. Aujourd'hui, l'expérience sur les principaux sites d'infos, c'est la même, en fait, quel qu'on soit, quelles que soient les typologies de contenu qu'on aime, notre volatilité, est-ce qu'on est utilisateur régulier ou pas. Et c'est vrai que ce volet personnification de l'expérience utilisateur, il est complètement absent chez les médias. J'entends toujours parler de projets, mais qui finalement n'aboutissent pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de médias qui a vraiment craqué ce volet-là aussi. Non, absolument pas. Alors, les GAFAM le font très bien. Ouais. Enfin, si vous allez sur Amazon, sur Facebook, vous allez voir du contenu qui vous ressemble, en tout cas qui correspond à votre historique. Mais c'est tout. En dehors de ça, vous allez sur un site marchand autre que Amazon. Amazon fait ça très bien, mais il y a il y a un cruel manque là-dessus de personnalisation et d'adaptation de l'expérience, qui est une des attentes énormes des moins de 35 ans aujourd'hui, hein, vraiment. Et donc on pense qu'il y a un décrochage là et qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire sur ce sujet-là. Je ne sais pas si les agences, les marques nous entendent, mais en tout cas, ça sera un des messages forts de ce webinaire, et ce sera le dernier. Merci à tous les deux. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis le temps de ce premier webinaire Trends for Brands by Vivendi, qui est consacré au comportement des 18-34 ans. Merci aussi aux 4 entités du groupe Vivendi. Du coup, je vais lire mes notes pour ne pas me tromper. Canal+, Brand Solutions, Dailymotion Advertising, Gameloft for Brands et Prisma Media Solutions, qui ont été à l'origine de tous ces insights, ces use cases et ces retours finalement, et ces analyses sur le monde des 18-34 ans. Moi, personnellement, ce que j'en retiens, c'est qu'évidemment, on a affaire à une génération qui casse les codes, ne serait-ce que d'un point de vue publicitaire. Finalement, c'est devenu beaucoup plus compliqué d'émerger quand on fait du display un peu top-down. Il faut aller vers de l'OPS, de l'engagement, de la gamification. Ça vaut aussi pour les médias, parce qu'on a beaucoup parlé de crise de confiance et de l'attention et cet enjeu d'expérience utilisateur qu'on vient d'évoquer. Il faut que les médias aujourd'hui repensent aussi la manière d'adresser cette population, et c'est devenu indispensable, parce que finalement, dans cet environnement où on est sursollicité, pour émerger, il faut être capable de se distinguer, et surtout, je pense que c'est un peu le mot-clé de ce webinaire, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à ces audiences-là pour émerger sur des items d'awareness, d'engagement, de likability, mais aussi finalement, et c'est un peu ce qui nous préoccupe tous, faire du business, parce que c'est vrai qu'on sait tous que 2023 sera peut-être une année un peu compliquée, et le business reste important. Merci à toutes et à tous, et à bientôt.